Bonjour à tous, bienvenue à ce Bonjour à webinaire. tous. Bonjour. Alors, Bienvenue à tous pour notre webinaire donc de ce soir, donc qui s'intitule Réussir sa première rencontre en hypnose. Donc, en attendant que tout le monde arrive, tout le monde se connecte bien. Donc, pour information, le webinaire va se diviser en 2 temps. Donc, on va avoir une première partie de la présentation webinaire, donc par Emmanuel Caudron qui est ici avec nous, et une seconde partie où ça va être vraiment un moment d'échange, de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dès le début de la présentation, et nous, on les posera à Emmanuel à la fin de la présentation. Donc, pour poser vos questions, c'est dans le chat. Vous avez ici en bas un petit chat qui s'appelle Q&R, questions-réponses. Voilà, vous n'aurez pas accès à vos caméras et au micro, donc n'hésitez pas à écrire par écrit toutes vos questions et on les posera à la fin. Je pense qu'on peut commencer dans 1 ou 2 minutes. oui, on peut, si vous voulez, on peut commencer avec la présentation de l'IFH, comme ça alors si tu veux nous diffuser le support Emmanuel, et on va vous donner quelques éléments clés sur l'Institut français d'hypnose pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et ensuite on commencera avec la présentation d'Emmanuel. Donc merci beaucoup à tous de votre présence ce soir. Merci Emmanuel d'avoir bien voulu animer ce webinaire sur un thème qui est important avec cette question de l'alliance thérapeutique. En très synthétique, donc avant de passer la parole à Emmanuel, donc l'IFH en quelques points clés. Donc l'IFH a été créé en 1990, il y a 35 ans cette année. Nous allons fêter l'anniversaire d'ailleurs de l'IFH cette année, par un professeur en psychologie, donc Didier Michaud, qui fait partie des personnes qui ont contribué à réimplanter de manière significative l'hypnose dans le monde thérapeutique en France, donc soit sous le versant médical, soit sous le versant psychothérapeutique. Donc, l'IFH forme les professionnels de santé exclusivement. Tous nos formateurs sont également professionnels de santé, avec une attention particulière aux questions de qualité et aux questions d'éthique qui sont particulièrement importantes à nos yeux. Donc, depuis 35 ans, on a formé des milliers de personnes, entre 20 et 30 000, que ce soit dans le monde hospitalier ou également en libéral. Et donc, grâce à une équipe de formateurs aux compétences très diverses et très complémentaires, dont ce soir Emmanuel, qui va nous faire une présentation sur ce sujet donc de l'alliance thérapeutique. Et donc, merci encore Emmanuel, et je te laisse te présenter et ensuite nous faire cette présentation. Merci Ronan, bonsoir à tous. Je m'appelle Emmanuel Caudron, je suis formatrice à l'IFH depuis quelques années, formée à l'hypnoanalgésie depuis 13 ans, et je suis également cadre de santé en santé mentale. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter quelque chose autour de la première consultation, et de manière plus spécifique, prendre le temps de réfléchir sur quels sont les éléments importants de cette première consultation en hypnose, et notamment la rencontre. J'ai été inspirée pour la création de ce webinaire, et il continue de m'inspirer au quotidien par ces grands messieurs à qui j'ai voulu rendre hommage. Paul Václavic, qui a énormément travaillé sur la communication et la logique de la communication, que l'on cite de manière assez régulière et récurrente en communication thérapeutique. Bien évidemment, Milton Erickson, qui nous inspire au quotidien par sa posture, sa permissivité, son audace, et puis cette manière qu'il a de nous inspirer autour des ressources du patient. Bien évidemment, un énorme focus sur Carl Rogers, qui lui a beaucoup travaillé sur la psychologie humaniste, et notamment la relation centrée sur le patient, qui va vraiment être au cœur de ce partage. Et puis enfin, Thomas Gordon, qui lui est un élève de Carl Rogers et qui a notamment travaillé sur ce qu'on appelle les impasses relationnelles. Hop. Voilà comment le webinaire va un peu se découper. Je vais vous faire un focus sur finalement les acteurs de cette première rencontre. Déjà le patient, le thérapeute, le cadre de consultation.
Ensuite, un focus sur les outils, la communication verbale, la communication non verbale et enfin l'alliance thérapeutique. Et puis finalement, pour terminer, un focus sur le déroulé de cette première consultation. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe pendant? Et comment on va la clôturer? Les acteurs, tout d'abord, eh bien, le patient, qui est ce patient qui vient nous voir? Ce qui est très amusant, c'est que quand je reçois les personnes, je les reçois vraiment comme étant des personnes et pas forcément des patients. Ces personnes viennent nous voir pleines de questions, pleines de demandes, avec surtout, et c'est ça qui est important, énormément de représentations sur l'hypnose. Que va-t-il se passer? Vais-je perdre le contrôle? Est-ce que voilà, je vais être endormie? Est-ce qu'on va me manipuler? Comment j'arrive à me présenter face à ce thérapeute avec une certaine vulnérabilité? Qu'est-ce que je peux dire, ne pas dire? J'aimerais changer. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est facile de changer? Il y a quelque chose qui me gêne, quelque chose qui fait que je viens consulter, mais qu'est-ce qu'on fait de ce mais? Est-ce que les patients sont dans une demande de quelque chose de magique, de radical? Très souvent, j'ai entendu parler, j'ai vu quelque chose à la télé, j'aimerais arrêter de fumer, mais j'aimerais retrouver le sommeil, mais j'aimerais perdre du poids, mais… Donc, il y a toute cette histoire à la fois d'ambivalence, de demande, parfois de fantasmes, qu'il faut pouvoir accueillir et recevoir tout en étant dans un accueil à la fois ouvert et évidemment sans jugement. Et puis, quelque chose qui peut être aussi intéressant à questionner, ce patient, cette personne qui vient nous voir, a-t-elle déjà eu une première expérience avec l'hypnose? Il y a quelquefois cette idée de, voilà, chez moi, ça ne marche pas, ou moi, je ne suis pas réceptif. Donc, cette idée parfois même d'être mis un peu au défi qu'il faut savoir accueillir. Le thérapeute, donc le soignant qui va finalement accueillir ce patient, eh bien, il y a déjà l'importance de la disponibilité et de la présence. Comment est-ce qu'on est présent lorsqu'on reçoit ce premier patient? L'idée, en tout cas, du premier contact. Quel est le regard que l'on va porter? Quelle est notre posture? Je dirais que là, dans tout ce qui est non-verbal, ça va être important. La manière dont j'accueille, la manière dont je salue, la manière dont le patient va attendre plus ou moins longtemps dans une salle d'attente, arboré. Est-ce qu'il y a un café? Est-ce qu'il y a du thé? Comment je suis dans cet accueil inconditionnel, chaleureux? Quelle est ma présence et comment je fais en sorte que le patient puisse se sentir à l'aise? Il y a bien évidemment une question de disponibilité et surtout, je dirais, une question d'intention. Quelle est mon intention dans cette rencontre? Comment je vais partager la curiosité autour du patient? Et je dirais, finalement, tout parle avant que l'on puisse parler. L'idée, encore une fois, qui est importante, c'est aller de clarifier les rôles de chacun et savoir, voilà, quelle est ma posture de thérapeute, de soignant, comment je suis dans cette réceptivité, et pour le patient, quel est finalement son monde intérieur, ses valeurs propres, les choses qui sont importantes pour lui. Et une des premières choses pour tisser ce lien et faire en sorte que, on pourrait dire, la mayonnaise prenne, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on ne peut pas promettre? Quelquefois, les patients attendent des choses qu'on n'est pas en mesure de proposer. Et surtout, être à l'aise avec tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qui est incertain. Et il est bien évident que dans cette première consultation, il y a un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que pour le thérapeute, pour le soignant, il est important d'être OK avec toute cette incertitude que l'on va pouvoir accueillir. Le cadre, enfin, eh bien, le cadre, il sera à la fois sécurisant et professionnel, c'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est un cabinet partagé, pas partagé?
On veillera bien évidemment à avoir un téléphone ou un ordinateur en mode silencieux, voire en mode ne pas déranger. Il n'y a rien de pire que d'avoir des sonneries ou des notifications pendant qu'on est avec le patient. Ça, c'est important, et inviter le patient à en faire de même. Des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qu'il est souvent important de rappeler. Le choix de l'horaire, à titre personnel, lorsque c'est une première fois et une première consultation, eh bien, je fais le choix que ça soit en début de consultation plutôt qu'en fin de consultation. Pourquoi ? Pour être totalement disponible et pas forcément fatigué, ou en tout cas moins disponible pour ce temps qui est important. En général, les consultations, en tout cas une première fois, eh bien, je vais faire le choix que ça puisse durer 1h30. Peut-être que le temps d'1h30 ne sera pas totalement consacré, mais en tout cas, on a ce créneau pour ne pas se sentir frustré, que ce soit de mon côté ou du côté du patient. Il est bien évident que dans le cadre, on aura parlé au préalable du tarif. Est-ce qu'il y a une facture ? Est-ce qu'il n'y a pas de facture ? Est-ce qu'il y a une machine à carte bleue, espèces, chèques, enfin des choses en tout cas qui me semblent importantes de poser avant, pour que ça ne soit pas ni une gêne, ni quelque chose qui va être compliqué dans le temps de la consultation. Le choix du fauteuil, bien, je trouve ça intéressant parce que dans le cabinet où je consulte, en l'occurrence, il y a 2 fauteuils et un divan. Et lorsque c'est la première fois, eh bien, je laisse le choix à la personne qui arrive de s'installer où elle le souhaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fauteuil prédéterminé et que finalement, je lui donne ce choix, je la laisse s'installer, ce qui peut être un peu déroutant, mais c'est aussi une manière de dire au patient, voilà, je vous donne le contrôle et finalement, c'est vous qui décidez, même si en tant qu'hypnopraticienne, je suis garante du cadre, mais l'idée de, voilà, il n'y a pas une place attitrée, où est-ce que je m'installe ? Eh bien, où vous le souhaitez. Et puis, pour cette première fois, ça peut être assis, ça peut être allongé. Là, encore une fois, le patient va choisir vraiment ce qui se passe. La manière de poser ce cadre, c'est de pouvoir lancer ce message, vous gardez le contrôle. Comme je vous le disais précédemment, le patient peut avoir un certain nombre de peurs. Mais que va-t-il se passer ? Vais-je perdre le contrôle ? Est-ce qu'on va me manipuler ? D'avoir tout à coup cette assurance de pouvoir choisir renforce en tout cas cette idée pour la personne accompagnée d'avoir le contrôle. Autre élément qui me semble très, très important de souligner et qui est aussi sous-jacent dans le cadre, c'est que les choses vont se faire au rythme du patient et avec son accord à la fois implicite et explicite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de brusquerie. Ce qui va se passer va se co-construire pendant cette séance et il n'y a pas forcément d'étape à valider où on est dans l'accueil de quelque chose qui est de l'ordre de la surprise et encore une fois de l'incertitude. Et c'est des choses qui se travaillent et qui sont plus faciles au fur et à mesure de la pratique que l'on peut avoir. Je vous propose, pour illustrer ce premier propos des acteurs, une première vignette clinique qui est celle de Sophie. Sophie a 30 ans quand elle vient me voir pour la première fois et elle est atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle m'a été adressée par une consoeur via le réseau professionnel et déjà, lorsqu'on s'est parlé au téléphone, j'ai senti qu'il y avait énormément d'appréhension et en même temps qu'il y avait de l'appréhension, énormément d'attente. Elle attend beaucoup de choses sur cette première séance, elle attend beaucoup de choses sur l'hypnose et je ne vous cache pas qu'avant de la recevoir, ben voilà, il y a un peu cette petite pression ou ce trac qui peut être là. Et lorsqu'elle arrive, eh bien, je fais ce que j'ai pu vous proposer juste avant. Voilà, je lui souhaite la bienvenue. J'ai prévu 1h30 de temps de consultation. C'est le début de la consultation, donc je suis vraiment totalement disponible et j'ai envie de dire dans une fraîcheur ou une totale disponibilité. Lorsqu'elle arrive, Sophie est une jeune femme que je trouve extrêmement jolie, toute fraîche, et pour autant il y a cette dissonance avec un corps complètement figé, complètement contracté. Elle choisit de s'asseoir dans le fauteuil. Je me rappelle très bien de cette première consultation, la lumière passe au travers du rideau. Nous sommes au mois de février, elle vient d'avoir 30 ans au mois de janvier, et donc elle va déposer toute son histoire. Ce qui me frappe en premier lieu, c'est vraiment ce corps figé, comme enfermé dans un carcan, avec quelque chose où le souffle est presque coupé, comme si elle cherchait un peu de l'air finalement.
et je ne vois pas vraiment un abdomen qui respire, je ne vois pas forcément un thorax qui se soulève. Elle est comme un peu sidérée, avec énormément de peur. Il y a cette espèce de discours presque un peu lisse d'une certaine manière, mais quelque chose de complètement clivé, où c'est comme si elle avait branché un magnétophone pour raconter son histoire, quelque chose qui est assez, en tout cas, complexe, qui me donne moi-même une impression d'être presque un peu happée par son discours et presque moi-même un peu dans un manque d'air. C'est assez intéressant ou surprenant à expérimenter. Je suis dans une écoute plutôt contenante, essayant moi-même d'aller retrouver du souffle dans l'abdomen, un certain ancrage dans les pieds. Je vais reformuler de manière très claire ce que j'ai entendu ou ce que j'ai compris de sa demande. Et puis, au bout d'une heure, elle s'arrête de parler. Je lui propose quelque chose à boire. A-t-elle envie d'un verre d'eau ou d'un thé? Et elle me regarde presque un peu étonnée. Ah oui, volontiers pour un verre d'eau. Donc, elle s'arrête un petit peu. C'est un temps important de la consultation parce que elle et moi reprenons un peu notre souffle. Et là, de manière très simple, je lui propose finalement tout banalement un scan corporel, quelque chose autour de l'hypnorelaxation, qui me semble la chose la plus adaptée parce que je me dis que je ne peux pas la laisser repartir avec autant de tension, en tout cas corporelle, dans le corps. Elle se laisse aller vraiment tranquillement. L'induction devait être quelque chose probablement de kinesthésique. Et à la fin de cette séance d'hypnorelaxation, il y a énormément de larmes qui coulent. Alors, je ne l'ai pas précisé, j'aurais pu le préciser avant, mais il y a toujours une boîte de mouchoirs pas très loin dans le cabinet. Et puis finalement, une fois les choses déposées et posées, les yeux séchés, elle boit à nouveau un peu d'eau, me remercie. J'ai moi-même, je me souviens, un peu d'émotion qui est contenue, mais elle est là. Et puis nous convenons de nous revoir. Et ça a été un accompagnement assez joli, assez intéressant, où on est allé visiter toutes ses peurs, toutes ses craintes. Et puis elle a pu traverser, en tout cas, la prise en charge de son cancer du col de l'utérus. Donc voilà pour cette première vignette clinique. Je voudrais vous proposer, pour illustrer un petit peu cette première partie, un acronyme qui vaut ce qui vaut. Alors, ça n'est pas ni dans un livre, ça n'est ni de Carl Rogers, ni de Paul Watzlawick, mais c'est juste l'acronyme d'Emmanuel Caudron que je vous propose. L'acronyme s'appelle ACCOR. A comme accueil, C comme cadre, C comme compréhension, O comme ouverture, R comme ressource et D comme disposition. Donc quelque chose qui peut être en tout cas intéressant pour vous, dans l'idée de mémoriser ou avoir comme ça des mots-clés autour de cette première fois et de ces vignettes cliniques. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie sur les outils, qui sont des outils que vous connaissez, peut-être parce que vous avez suivi un séminaire à l'IFH, peut-être parce que vous y êtes formé, ou en tout cas des choses qui nous sont communes à nos autres praticiens en hypnose. Je voudrais déjà signaler, ou en tout cas citer, la communication verbale, avec finalement des mots simples qui vont permettre d'explorer le monde du patient. Quand on parle d'explorer le monde du patient, c'est finalement, mais qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui vous amène ici? Et dans l'idée, en étant dans cette écoute active, cette reformulation de ses propres mots, de rentrer un petit peu dans son propre univers. C'est intéressant parce qu'en fonction des patients que l'on peut rencontrer, on voyage finalement à travers leur monde professionnel, leur monde familial, leur culture, leurs croyances. Et ce que je trouve assez intéressant, en tout cas dans cette première rencontre, c'est cette idée de valider ou d'adhérer aux croyances du patient. Quand bien même, on peut… alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais lorsque je suis dans cette première consultation, j'ai besoin de prendre des notes. Donc, j'ai mon petit carnet. Je précise au patient
que de prendre des notes va me permettre de peut-être noter les mots qui vont être saillants. Ça va me permettre de construire en tout cas la séance et qu'en fait, ce carnet, il n'est pas destiné ni à être partagé, mais c'est juste pour moi et ça me permet de garder et de tisser le fil des séances que l'on va pouvoir faire. Et parfois, dans mon petit carnet, eh bien, je vais noter des croyances ou des choses qui me semblent intéressantes, quand bien même les croyances pourraient être limitantes et voir comment on va pouvoir les recycler ou les utiliser en fait après. Et puis parfois, il m'arrive de noter quel est mon ressenti ou ce que ça fait écho finalement en moi. Donc cette idée, voilà, d'être dans une écoute active de ces mots à lui, des mots qui vont m'être finalement suggérés ou que je vais avoir envie de lui proposer en reformulant, et puis voir où il en est de ses croyances. Pourquoi ces mots sont importants et pourquoi cette communication verbale est importante, puisque dans une approche, pour le coup, très ericksonienne, l'idée est de l'amener à accéder à ses propres ressources. Et plus on sera connecté sur son registre verbal, plus ce sera simple d'adhérer ou de rentrer avec lui dans son monde finalement. Ce que je trouve vraiment fabuleux dans une séance d'hypnose et dans cette première rencontre, c'est cette idée de voyager. Moi, je voyage avec chacun des patients, avec chacune des personnes que j'accompagne, et ça m'enrichit, en tout cas d'une manière assez extraordinaire. Quelque chose qui me semble aussi important dans cette communication verbale, c'est de respecter son rythme. Et parfois, lors de la première consultation, il peut arriver que ce soit un peu rapide, un peu véloce, et là, l'idée de respecter ce rythme, mais peut-être parfois de le ralentir, en tout cas, jamais de l'accélérer. Et la phrase qui serait importante dans cette communication verbale, puisque je vais être davantage dans le silence que dans la parole, en tout cas, je vais le laisser vraiment lui parler. Ma phrase est ce qui me guide, ça va vraiment être « mais qu'est-ce qui est important pour vous là, aujourd'hui, maintenant ? Qu'est-ce que vous avez envie de me déposer ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager ?» Et on va construire autour de cela. Alors, il y a évidemment des pièges à éviter, surtout sur la communication. Et par rapport à ces pièges qu'on aura envie d'éviter, ou en tout cas qu'on pourra repérer, là, je fais appel à Thomas Gordon, qui donc est un disciple, si on peut dire, de Carl Rogers, et qui a vraiment réfléchi, en tout cas, sur ce qu'on appelle les impasses relationnelles. Donc, je me suis permise de le citer. Elles sont au nombre de 12. Je vous les cite sur cette slide. L'idée est intéressante parce que par rapport à ces impasses relationnelles dans lesquelles on pourrait glisser, il y a quelque chose qui me semble important de garder en fait à vue, c'est que notre intention, elle est toujours, en tout cas j'ose l'espérer ou j'ai peut-être la naïveté de le croire, elle est toujours saine, elle est toujours bienveillante. Il pourrait nous arriver d'un moment d'être un peu directif et de rentrer dans quelque chose de l'ordre du commandement ou de donner des ordres. L'idée, c'est juste de pouvoir repérer, tiens, là, j'ai peut-être été un peu directive ou peut-être être un peu, pourquoi pas, menaçante, ou alors, pourquoi pas, parfois, avoir cette idée de donner des conseils ou des solutions. Oh là là, à votre place, moi, je pourrais faire ça. Il y a l'idée de pas se flageller ou se saboter. Je dirais qu'il n'y a pas forcément une erreur monumentale, mais pouvoir repérer qu'à un moment, oh, je suis peut-être dans une posture où je suis un peu directif. Est-ce que là, je ne suis pas en train de donner un conseil? Est-ce que je ne cherche pas à convaincre le patient d'adhérer à mon discours? Est-ce que je ne suis pas en train d'interpréter, d'analyser? On a beau se dire qu'on aspire à une posture la plus neutre et la plus bienveillante possible, on reste ni plus ni moins des humains. Et il peut y avoir cette idée de se dire est-ce que là, je n'ai pas surinterprété? Est-ce que je ne lui ai pas mis une étiquette? Est-ce que je n'ai pas dans mon petit carnet, voilà, fait grossir une croyance et finalement lui donner un pouvoir qu'il n'y avait pas? Dans ma manière de faire mon recueil de données, est-ce que je ne deviens pas un enquêteur à poser trop de questions? Comment trouver le juste milieu? Alors là, peut-être que vous allez me poser la question. Je n'ai évidemment pas de recette miracle ou d'idée, mais juste en tout cas, écouter ce qu'on est en train de poser comme question et aussi s'écouter en tant que clinicien à mener l'entretien. Bien évidemment qu'on aura une posture réassurante, mais ne soyons pas dans
la consolante ou bien peut-être minimiser ce qui se passe. Si le patient vient déposer ça avec nous, s'il nous fait l'avance de cette confiance et nous témoigne ou vient déposer sa vulnérabilité, sentons-nous quelque part dignes et honorés de ce qui peut être proposé, sans forcément minimiser si intérieurement on peut se dire « oh là là, il en rajoute, il en fait trop ». Non, prenons ce qui est là et voyons ce qu'on peut en faire. Et quant à la distraction, elle pourra intervenir peut-être à un autre moment dans la séance ou bien dans la manière de guider, d'accompagner, mais l'idée n'est pas d'esquiver quelque chose qui pourrait être dérangeant ou de manifester son désaccord, mais peut-être à un moment, si on le juge opportun, reposer le cadre et dire, ben voilà, quand vous m'amenez cette question ou quand vous m'amenez sur ce chemin, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour vous accompagner, ou bien cette thématique, elle peut être travaillée ou traitée avec votre thérapeute ou à un autre endroit, mais en tout cas, cherchez toujours quel est l'équilibre et la justesse. La communication non verbale, je dirais, comme beaucoup peut-être d'entre vous, mais c'est celle que je préfère. Pourquoi c'est celle que je préfère? Parce que finalement, notre non-verbal, et vous le savez aussi bien que moi, parle parfois beaucoup plus que nous et quelquefois beaucoup plus éloquent. Et moi, j'aime cette idée d'incarner cette disponibilité, d'incarner cette posture, d'incarner la douceur, en tout cas d'incarner l'authenticité que l'on peut finalement proposer ou avoir pour le patient. La posture, je dirais, on va être dans l'ouverture. Il est bien évident que si j'accueille mon patient ou si je suis sur mon fauteuil, à l'autre bout du cabinet, près de la porte, les bras croisés, les jambes croisées et complètement fermées, en soupirant pendant l'heure ou l'heure et demie, c'est pas forcément très vendeur et je ne renvoie pas quelque chose d'agréable ou de disponible. La manière de poser le regard, à quel moment je vais le regarder, le patient dans les yeux, à quel moment je peux détourner le regard, comment j'installe quelque chose d'accueillant. La tonalité dans la voix, il est bien évident que quand je suis en consultation ou à l'écoute d'un patient, je ne vais pas avoir cette même voix que j'ai pour animer un webinaire où là, mon intention n'est pas la même. Quelque chose qui est aussi important, et vous le savez très certainement autant que moi, combien même ils peuvent être très dérangeants, mais qu'est-ce qu'on fait du silence? Qu'est-ce qui se passe quand à un moment, le patient est dans un temps de silence, peut-être il élabore, peut-être il réfléchit, qu'est-ce qu'on fait aussi de notre propre silence de praticien? Comment on installe une espèce de bulle sans que le silence devienne pesant ou bien un peu lourd? La distance physique est aussi une manière de communiquer. Il m'arrive parfois, alors peut-être pas lors de la première séance, mais de demander au patient l'autorisation ou son consentement pour pouvoir le toucher. Alors quand je dis le toucher, c'est lui toucher la main ou à un moment lui toucher l'épaule. C'est une manière que moi j'ai de rentrer en tout cas en relation ou avec toujours bien évidemment l'accord tacite de la personne accompagnée. Le toucher peut démarrer et heureusement on est un peu loin de la pandémie, mais moi je sais que j'ai ce besoin de serrer la main autant au début de la consultation et à la fin de la consultation. Bien évidemment on se lave les mains, etc. Mais tout ça est pour moi important dans la proxémie qui va être adaptée. Et puis surtout, je dirais, dès la première consultation, alors vous allez me dire que je viens de vous citer un cas, une vignette clinique d'une personne qui ne respirait pas, mais comment j'arrive à adapter à la fois mon ton de voix ou même adapter ma propre respiration par rapport à un patient qui serait, par exemple, logorique, toujours dans cette idée vraiment de ralentir et m'ancrer moi-même sur ma propre respiration ou bien sur la présence de mes pieds au sol ou vraiment me sentir ancré pour amener le patient à s'accorder à ma propre posture et à mon propre ancrage. Et je dirais que dans cette communication non verbale, eh bien, c'est aussi ce qui va me guider, mais je n'ai pas besoin de savoir pour écouter. Et je dirais que plus je pratique et plus j'accompagne, c'est très amusant, mais je vais lâcher, entre guillemets, les outils et m'installer. Et c'est complètement dingue, je n'aurais jamais dit ça il y a une dizaine d'années, m'installer dans cette incertitude et dans le fait de ne pas savoir pour finalement me laisser
découvrir et cultiver la curiosité. Je n'aurais vraiment pas dit ça au début de ma pratique, ou au contraire, j'avais besoin d'éléments de savoir, et plus ça va, et je dirais, moins j'en sais, et plus ça me permet d'être disponible aux patients. Donc, cette communication non verbale, elle est vraiment essentielle. L'alliance thérapeutique, bien évidemment, elle va se construire au fur et à mesure des séances, mais dans ce premier temps de séance, je dirais, voilà, la curiosité qui est l'élément curiosité à l'autre. On est très clairement rogérien en disant cela. Comment je me centre sur l'autre, comment il m'intéresse et comment je suis ouvert vers lui. Je dirais également cette attitude et cette posture d'être étonné. Je m'étonne. Vous savez, c'est un peu cette posture que l'on retrouve dans la méditation de pleine conscience, mais la posture du débutant. Comment finalement je reste surpris, tiens, qu'est-ce que va me raconter ce patient? Comment il va réussir à m'intéresser, à m'accrocher? Bien évidemment, la position basse du thérapeute. Arriver à amener dans cette alliance et dans cette construction de la relation une sécurité intérieure, mais qui va commencer par notre propre sécurité à nous-mêmes en tant que thérapeute. Ainsi, le lien de confiance va s'installer. Et puis, dans l'utilisation ericksonienne, comment je rejoins le patient là où il en est, dans son propre monde, dans ses valeurs, pour bien évidemment ensuite l'emmener dans cet ailleurs confortable, dans cette découverte de ressources. Et finalement, eh bien, tout ce que je sais à ce moment-là, c'est que je ne sais rien, et c'est bien confortable justement de ne pas savoir et se laisser porter. Par rapport à l'alliance thérapeutique et en construisant le webinaire, je suis retombée sur le modèle de Bordine qui date de 1979, et Bordine avait en fin de compte proposé ce modèle tripartite entre le lien et la qualité relationnelle, les objectifs communs que l'on aura avec le patient, comment on s'accorde finalement sur ce vers quoi on va, et quelles seront les tâches, les moyens que l'on aura de mise en œuvre pour accéder à finalement l'atteinte de ces objectifs. Hop, excusez-moi, j'ai un petit problème de clic. Voilà. Et à nouveau, un petit acronyme que je vous propose pour illustrer cette partie, que j'ai intitulé le lien, langage, intention, écoute et neutralité. Alors, ces petits acronymes, bien évidemment, je vous en fais cadeau et vous pouvez les utiliser à loisir. Une vignette clinique pour illustrer un peu ce qu'on a pu se dire. Cette fois-ci, il s'agit de Fabien qui a 45 ans, qui est adressé, et ça, c'est pas banal, et je partage avec vous la fierté que j'avais pu avoir, par une ancienne patiente. Et quand Fabien a un pré-contact, voilà, c'est une telle que vous avez accompagnée qui m'a recommandé de venir vous voir. Alors, à la fois de la fierté, mais un grand niveau de pression. Et Fabien vient me voir pour une douleur chronique orofaciale et notamment dentaire. Sans surprise, lorsque Fabien arrive, le visage est très contracté, presque même déformé, énormément de stress que je peux percevoir, à la fois dans son débit de parole, dans le rythme, et surtout une colère clairement affichée et du ressentiment vis-à-vis des praticiens qu'il a pu croiser. Et là, je me dis, je peux le partager avec vous, mais waouh, comment vais-je réussir à répondre à sa demande? Et énormément de ruminations, de choses un peu compliquées. J'accueille dans cette ouverture sans jugement. Et là où j'ai pu finalement tisser le lien, c'est que j'ai objectivé, et on a commencé en tout cas par une évaluation de la douleur, quelque chose de très concret, une réification et une défocalisation. Et je ne vous cacherai pas que cette heure et demie de première consultation a été en tout cas pour moi un peu éprouvante. Et quand il m'a dit « Écoutez, très bien, quand est-ce qu'on se revoit ?» J'avoue que j'étais plutôt très, très soulagée. Et aujourd'hui, Fabien, on a plusieurs séances à notre actif, va merveilleusement mieux, arrive à gérer de façon exemplaire ses pics de douleur. Il s'est réconcilié avec ses praticiens, a repris un chemin en tout cas de soins. Et peut-être ce qui n'était pas gagné, mais à accepter en tout cas
peut-être revu ses objectifs avec comment j'arrive à vivre, en tout cas avec une douleur chronique, et je ne suis plus dans cette envie de pas de douleur du tout. Donc, c'est plutôt un accompagnement, je dirais, réussi. Alors, le déroulé de cette première séance, j'avais envie de faire un petit focus sur l'avant, c'est-à-dire, voilà, quelle est la demande et surtout par qui est adressé le patient. Est-ce qu'il vient me voir? Est-ce qu'il vient vous voir parce qu'il a vu votre nom sur Internet, parce qu'il a été recommandé par un confrère, une consoeur, par l'IFH? Et très souvent, c'est plutôt sympathique comme moyen d'adressage. Quel est le motif de consultation? Qu'est-ce qui le pousse à venir? Et surtout, suis-je le bon thérapeute? Suis-je la bonne personne? Il peut arriver que parfois, on me fasse des demandes et je lui dis, écoutez, je suis très honorée que vous adressiez à moi, mais là, voilà, vu mon parcours, vu mes compétences, ben, c'est peut-être plus voilà, un psychologue, hypnopraticien qui sera à même de vous accompagner dans cette demande. Préférez-vous un homme, une femme? Et dans ces cas-là, moi-même, eh ben, je réadresse à des thérapeutes, en tout cas de l'IFH. Il y a très souvent un contact téléphonique sur cette première demande et en général, je fonctionne de la manière suivante. Quel est le meilleur moment où on peut se parler? On évitera le entre-deux réunions, on évitera peut-être la pause déjeuner bruyante, mais je sais que j'ai besoin d'un petit temps où moi-même je suis au calme avec, voilà, quel est votre nom, quelle est votre adresse, quelle est votre date de naissance, certains éléments que je vais attraper au moment de ce temps du téléphone. Nous convenons d'un rendez-vous et en général, je confirme par SMS, eh bien, j'ai le plaisir de vous recevoir. En général, c'est comme ça que je formule le SMS, tel jour à telle date. Et la personne est informée que voilà, le créneau, c'est en général soit l'après-midi, soit le matin, enfin en tout cas en début de consultation, et que je fais le choix de consacrer 1h30 pour cette première consultation. Donc, la personne est informée de tout cela. Et en général, la veille, je me permets de renvoyer un petit SMS. J'ai le plaisir de vous accueillir demain. Alors, ce n'est pas comme à l'hôpital où il y a un SMS automatique qui est envoyé, mais j'aime bien cette idée de rappeler avec voilà, le code, le digicode, l'arrêt de métro, etc., etc. Pendant la consultation, eh bien évidemment et sans surprise, eh bien, je convoque, c'est très marrant parce que dans le cabinet, il y a la personne accompagnée, moi je suis là, mais il y a aussi très régulièrement Carl Rogers qui s'invite, Milton Erickson, parfois Paul Watzlawick, mais en fait, ces inspirants, j'ai envie de dire, sont très présents pendant la consultation. Carl Rogers, c'est certainement celui qui m'accompagne le plus, aussi bien dans l'authenticité que je peux mettre dans la consultation et cette congruence, d'où l'idée de vraiment faire ce choix d'une première consultation en étant totalement disponible. En général, je suis dans une non-directivité assez, pas laxiste, mais assez grande. Et puis, il y a quelque chose qui me semble vraiment important et qui guide en tout cas l'ensemble de mes consultations, pas la première, mais j'ai cette croyance qui m'appartient sur vraiment les ressources du patient et je me dis de toute façon, il ne sait peut-être pas encore, mais qu'il va y arriver. Et ça me guide du début à la fin, même si parfois le chemin est long, mais jamais cela ne me quitte. Une compréhension évidemment empathique et une validation émotionnelle de ce qui se passe pour la personne là, ici et maintenant. Je vous parlais tout à l'heure de position basse. La position basse, alors il n'est pas question de se mettre plus bas que terre ou tout à coup de se soumettre au patient, mais d'être sur un même niveau et d'être dans cet accompagnement et de marcher côte à côte. C'est une posture qui n'est évidemment pas dominante, mais juste se connecter à sa propre humilité. Et je sais que dans les consultations, que ce soit la première ou celles qui vont suivre, j'abandonne très clairement toute forme de pouvoir. C'est un peu ma marque ou en tout cas ma manière d'être avec les patients. Et puis, finalement, quelquefois, on peut se poser la question, lors de cette première séance, hypnose ou pas hypnose? Est-ce que le patient arrive avec, mais finalement, je suis venue prendre une consultation d'hypnose et en fait, on n'a fait que discuter. Eh bien, je dirais que la séance formelle, elle n'est pas forcément nécessaire et il y a cette idée de sentir le bon moment. Parfois, ça peut s'inviter. Quand je vous parlais de Sophie tout à l'heure, je ne voyais vraiment pas la laisser repartir sans qu'on ait eu ce temps d'hypno-relaxation. Après, parfois, je vais pouvoir préciser que depuis qu'on se parle, et c'était de l'hypnose conversationnelle, mais c'était déjà de l'hypnose.
Et très souvent, les patients sourient. Ah, d'accord. Et on est aussi dans cette déconstruction des représentations qu'ils peuvent avoir. Et puis parfois, il peut y avoir un temps de parole plus court et un temps d'hypnose formelle dès la première séance. Et la manière dont je vais clôturer, eh bien, je soigne ce moment. C'est pour ça que pour moi, cette première séance, 1 heure et demie, c'est un choix que je fais. Mais la clôture fait aussi partie du lien qu'on a construit. Je vais interroger le patient sur eh bien, comment il se sent à l'issue de cette première séance. Et là, c'est mon petit plaisir, mais moi, je me régale de chaque accompagnement. Mais j'adore vraiment entendre « Ah ben, curieusement ou bizarrement, je me sens détendue, dis donc. » Ah oui, parce que le fait d'avoir déposé, d'avoir pu être écouté, être entendu, eh bien, ça fait du bien. Il peut m'arriver de proposer un pont entre la séance et la vie quotidienne avec plus ou moins… alors, j'ai écrit prescription de tâches, mais c'est toujours une proposition et une suggestion. Si vous en avez envie, vous pouvez noter dans un petit carnet, voilà, le journal de votre douleur, bien des choses qui vont vous paraître importantes, ou alors peut-être vous serez surpris de voir qu'il va se passer des choses d'ici la prochaine séance. Je témoigne toujours à chaque fois, alors que ce soit la première ou la 4e séance, mais toujours de la gratitude et j'ai pris en tout cas cette habitude de remercier le patient. Merci pour votre confiance. Merci pour ce moment de consultation où je me suis aussi, moi, nourrie. Si le patient ne revient pas, bah, OK. D'abord, c'est son choix. Et puis, on a semé une graine. Peut-être qu'il reviendra voir un autre thérapeute. Peut-être qu'il reviendra très longtemps après. En tout cas, il y a pas de… Pour moi, il y a pas d'enjeu et que la suite qui a été posée, eh bien, peut-être, en fait, elle appartient au patient lui-même. Il y a cette idée, en tout cas, de ce que je vais proposer sur le fait qu'il est possible de poursuivre le travail, mais c'est en tout cas le patient qui décide et quelque part, je suis OK avec le fait que ça ne m'appartient pas. Donc, petit acronyme pour clore la séance, eh bien, je vous propose le PAC, qui n'est pas ni un porte-à-quatre, ni un plan d'amélioration de la qualité, mais qui est préparé, accompagné et clore. Et la clôture me semble vraiment très, très importante. Une vignette clinique pour illustrer cette manière de clôturer, eh bien, il s'agit d'Alexis, qui a 22 ans, qui m'est adressée par une relation professionnelle, donc qui ne fait pas de l'hypnose, mais qui sait que je pratique, et donc qui vient me voir pour ce problème d'acouphène. Lorsque je rencontre Alexis, il est extrêmement gêné dans un discours très logoréique et très clairement, sans être psychologue, mais il y a des éléments qui me font penser à quelque chose qui est de l'ordre vraiment du stress post-traumatique. D'ailleurs, me dit-il, il a peu consulté de nombreux psychologues. Là aussi, souvent, lors de la première consultation, un peu de pression, et je perçois et j'arrive à objectiver qu'il y a une anxiété majeure. J'écoute toujours avec l'idée de valider l'intensité de la gêne, et puis on va essentiellement, une fois qu'il a parlé, discuter de l'hypnose. Et alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'à la fin de la consultation et avant qu'on se quitte, il a bien sûr voulu revenir et il me dit « Oh, je suis rassurée, j'ai cru que vous alliez m'hypnotiser ». Cette phrase me fait vraiment beaucoup sourire. Et les séances qu'il y a pu avoir après ont été plus avec de l'hypnose effectivement formelle, mais ce premier temps était nécessaire pour Alexis vraiment pour déposer tout ce qui pouvait être compliqué pour lui. Je dirais en conclusion, et avant de laisser la place aux questions, qu'une première consultation, c'est avant tout, mais comme l'est finalement l'hypnose, une rencontre évidemment humaine, quelque chose autour de la surprise. C'est aussi un cadre sécurisant, à la fois pour le patient, mais aussi pour nous-mêmes. Une posture relationnelle dans laquelle eh bien, on va faire preuve d'une écoute absolument active et totale, une communication, qu'elle soit verbale, non verbale et paraverbale, l'alliance thérapeutique qui va s'installer, la position basse. Et j'aimerais vous dire que finalement, votre présence à vous, votre intention, eh bien, c'est déjà complètement thérapeutique et c'est peut-être ça qui fait tout simplement la différence. Je redonne peut-être la parole à Estelle.
Oui, merci Emmanuel pour cette présentation. Et voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on propose en fait, vous pouvez tout simplement voilà, nous contacter pour avoir plus d'informations, nous téléphoner, nous suivre aussi sur notre site internet. Si vous êtes professionnel de santé, vous allez avoir accès à plein d'informations, plein de ressources scientifiques sur l'hypnose. Mais si vous êtes aussi patient, donc non professionnel de santé, on met à disposition de notre site internet un annuaire en fait rassemblant tous les professionnels de santé formés chez nous. Donc, si un jour vous avez besoin voilà, d'un psychologue formé à l'hypnose, d'une infirmière, d'une sage-femme, vous pouvez consulter cet annuaire gratuitement. Voilà, donc merci encore. Avant de terminer, donc on va passer à la partie questions-réponses. Donc, on a reçu quelques questions dans le chat. On va aussi vous présenter un sondage, donc un petit sondage tout simplement pour apprendre un peu à mieux vous connaître. Donc, je lance tout de suite le sondage, vous pouvez y répondre. On va le laisser quelques minutes et ensuite, on va commencer à poser la première question à Emmanuel tout de suite. Voilà, le sondage est en ligne. Vous pouvez y répondre et puis ça nous donne voilà, un aperçu de votre profil. Alors, du coup, pour la première question que l'on a reçue, donc, Emmanuel, existe-t-il des différences notables dans la première consultation selon le type de patient, que ce soit un adulte, un adolescent, une pathologie aiguë, par rapport à une pathologie chronique? Est-ce qu'il y a des différences notables que vous avez pu voir? Eh bien, merci pour cette question qui est tout à fait pertinente. Je vais répondre en deux temps. Non, il n'y a pas forcément de différence, sachant qu'on va être dans cette curiosité vraiment à la personne. L'important étant d'installer, à mon sens, du confort. S'il y avait une vigilance, en tout cas, à avoir, c'est dans le cas où on peut recevoir des enfants ou un enfant, prendre le temps d'avoir un temps d'accueil avec le parent, mais un moment pour que vraiment les choses se construisent, préciser à l'enfant et aux parents que le parent, que ce soit le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère, va attendre dans la salle d'attente et avoir vraiment ce temps privilégié. Mais sinon, non, je dirais que la curiosité portée au patient, elle est de toute façon la même et elle sera adaptée finalement à la singularité du patient que l'on a en face de nous. Bien, merci. Ronan, tu veux poursuivre avec une prochaine question? Oui, effectivement, on a reçu d'autres questions. Alors, tu as décrit, Emmanuel, le cas des rencontres que tu fais dans le cadre de consultations libérales. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le cas des rencontres en hospitalier et notamment dans le cas où les patients ne sont pas forcément demandeurs d'hypnose et c'est plutôt la politique de l'établissement éventuellement de proposer ce type d'accompagnement. Alors, comment ça se passe quand les gens ne sont pas forcément spécialement demandeurs? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer avec cette demande. C'est aller repérer ou chercher toujours quelles sont les attentes et surtout les représentations du patient. Notamment à l'hôpital, voilà, typiquement, bon, alors, on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir. Moi, j'aime bien un petit peu jouer sur, ah bon, alors vous vous sentez contraint. L'objectif va être vraiment de redonner à chaque fois le choix et la liberté au patient. Bah, écoutez, on n'est clairement pas obligé de faire de l'hypnose. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en attendez? Et avec un peu d'humour et avec des techniques d'hypnose conversationnelle, amener un peu la personne à voir, d'une manière générale, quelle est son attente et puis surtout creuser ce qui peut être autour des représentations. Il n'y a rien de magique. On n'est pas en train de faire de l'hypnose de music hall et quelquefois les gens sont presque déçus. Ah, mais finalement, il s'agit de ça. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais être endormie, que mon bras allait se soulever, que vous alliez me demander de fermer les yeux. On peut un peu plaisanter et pouvoir dire, bah, écoutez, vous pouvez toujours aller voir le spectacle de Mesmer, où ce sera une autre forme d'hypnose, mais pas forcément celle que nous, on peut proposer à visée thérapeutique ou médicale. Bien, oui. On a une question sur le nombre de séances. Combien de séances sont nécessaires en moyenne en fonction des personnes? Quels outils de l'hypnose utilisez-vous? Pouvez-vous donner un exemple d'hypnose conversationnelle? Alors, combien de séances? Ça dépend du besoin du patient. Peut-être à minima deux ou trois. Pourquoi deux ou trois? Parce que dès le début, ou en tout cas dès les premières séances, je vais suggérer au patient que l'idée, c'est de l'amener vers l'autonomie et donc le conduire à l'auto-hypnose. Pour certains, il faudra peut-être un peu plus de séances que d'autres.
de manière assez rapide ou lorsque le patient me le demande. Alors, c'est très marrant parce que quelque chose que je ne faisais pas au début, je propose d'enregistrer en audio la séance, ce qui lui permet de la réécouter selon une thématique ou un objectif qu'on aura fixé. Donc ça peut être intéressant. Il m'arrive aussi de construire une séance en audio pour de l'auto-hypnose, mais ce ne sont pas des choses standardisées, sachant que les séances seront forcément personnalisées, donc je vais m'adresser à la personne, avec, en fonction du lien qui va se construire, soit le vouvoiement, soit le tutoiement. Le tutoiement est plus rare. En tout cas, j'éprouve le besoin, ça c'est pour mon confort à moi-même, mais d'appeler le patient par son prénom et je l'invite à m'appeler par mon prénom. Ça, c'était pour le nombre de séances. Les outils de communication, d'hypnose conversationnelle, alors ça, c'est très intéressant. Eh bien, je vais jouer, par exemple, avec ce qu'on appelle la suggestion négative paradoxale. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'écouter ce que je vais vous dire, ou vous n'êtes pas obligé de prêter attention à ce que je vais vous raconter, ce qui va permettre finalement de faire adhérer le patient. Donc, je ne vais pas en abuser de cette technique, mais j'aime bien l'utiliser. Et sinon, je vais être au contraire dans des choses plutôt positives, dans le sens affirmation dans la construction de la phrase et des phrases plutôt simples. Alors, j'avoue que j'aime bien aussi user, peut-être abuser, mais du saupoudrage, avec le tranquillement, confortablement, et bien évidemment la scansion de la voix, qui va être adaptée. Et en général, ma voix devient plus grave, mon rythme beaucoup plus lent, ce qui amène à rentrer dans la séance. Et même parfois moi-même, je rentre dans une sorte de transe hypnotique, tout en ayant l'œil sur le timing, sur le cadre. Donc plus ça va et plus c'est une sorte de danse ou de promenade, mais j'aime bien l'idée de danse à deux, en tout cas. Très bien, merci pour cette réponse. On a une autre question, c'est qu'entendez-vous par la validation émotionnelle du patient? Alors merci pour cette question. La validation émotionnelle, ça va être l'idée de reformuler. Tiens, j'ai l'impression que lorsque vous dites ça, est-ce qu'il s'agit de colère? Est-ce qu'il s'agit de tristesse? Est-ce qu'il s'agit d'inquiétude? En tout cas, se mettre d'accord sur quelle est l'émotion qui est là maintenant pour pouvoir peut-être la travailler ou en tout cas amener sur quelque chose de plus confortable. Qu'on soit avec de la douleur, qu'on soit avec une demande de sevrage tabagique ou bien de quitter un comportement, qu'est-ce que ça déclenche chez la personne et pouvoir à un moment lui dire eh bien, c'est OK de ressentir ça à ce moment-là sans jugement. Et puis, cette émotion qui est là, eh bien, faisons en sorte de l'améliorer ou de faire qu'elle soit plus confortable pour vous, pour la personne accompagnée. C'est ça que j'entends par validation émotionnelle. Très bien, merci. On a une autre question, Emmanuel, sur ce que tu as décrit concernant cette première entrée en contact. Est-ce que cela s'applique à une approche en hypnoanalgésie, donc gestion de la douleur, ou en hypnothérapie, donc l'accompagnement plutôt psychothérapeutique? Très intéressant. Eh bien, je crois que cette approche, elle s'applique aux deux, puisqu'il y a cette idée de rentrer en contact et vraiment de rencontrer le patient, quel que soit ce qu'on va faire après. Moi, je ne suis pas psychologue, donc ce sera plus sur de l'hypnoanalgésie ou bien de l'anxiété. Mais en tout cas, cette curiosité, je pense que nous la partageons avec nos collègues psychologues en hypnothérapie. Cette idée d'être curieux et cette relation centrée vers le patient, très rogérienne, elle s'applique aussi bien à la fois aux infirmiers, aux paramédicaux qu'aux psychologues. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence notable dans cette première rencontre et cette première consultation. Bien, merci. Très bien, merci. On a une autre question. Comment le patient entre dans cet état hypnotique? Comment sait-on en fait que le patient se détache de son mal? Comment ce processus s'opère? Alors, c'est une question merveilleuse et merci de la poser. Eh bien, je vais vous décevoir en vous disant qu'en fin de compte, je crois qu'on ne sait pas. Et il y a cette idée de lâcher prise, finalement, nous aussi. Alors, plutôt que de lâcher prise, de laisser faire. Et finalement, alors, il y a des petits signes un peu cliniques, le ralentissement de la respiration, le tonus musculaire qui va être un peu plus ralenti. Mais quelle est la profondeur de la transe? Eh bien,
je crois que depuis que j'ai renoncé à comprendre ce qui se passait, les choses sont plus confortables. Et je dirais qu'à la fin de la consultation ou même à la fin d'une séance, je vais demander au patient comment il se sent, comment ça s'est passé pour lui, et voilà, ce qui lui a plu, ce qui lui a peut-être moins plu, et quelque chose que je n'ai pas dit. Je précise en tout cas en début d'accompagnement qu'il n'y a pas une séance qui ressemble à une autre et que moi-même, je suis incapable de refaire la même séance. Et s'il y a eu un audio qui est écouté, que le moment où il a été écouté et enregistré pendant la séance et le moment où il pourra être réécouté, le patient ne sera plus forcément dans les mêmes dispositions. Donc, ce sera une nouvelle expérience. Donc, c'est jamais pareil. Mais c'est une excellente question et celui ou celle qui a la réponse, je suis ravie d'en connaître les éléments. Ça m'intéresse beaucoup. Merci Emmanuel. Une autre question concernant, venant du coup d'un patient qui s'interroge sur le coût d'une séance. Alors, je vais peut-être donner quelques éléments de réponse. Je pense que chaque praticien va appliquer un tarif différent. La deuxième partie de la question, c'est quand le devis est-il remis au patient? Comme disait Emmanuel tout à l'heure, il est possible d'avoir un contact téléphonique souvent avec les praticiens et de discuter à la fois du besoin et des modalités à ce moment-là. Comme le disait Estelle tout à l'heure, on propose sur le site de l'IFH, donc hypnose.fr, un annuaire. Sur cet annuaire, comme l'IFH ne forme que les professionnels de santé, et c'est un point important, vous serez sûr d'avoir un professionnel de santé. Par ailleurs, tous les professionnels que l'on forme s'engagent, ils signent une charte éthique, donc ils s'engagent à appliquer l'hypnose uniquement dans leur domaine de compétences. Il y a des fins donc, médicales ou psychothérapeutiques. Donc, un infirmier va utiliser l'hypnose dans son domaine, un psychologue dans son domaine, un dentiste dans son domaine. C'est important parce que l'hypnose est vraiment une technique complémentaire qui vient sur un savoir-faire de professionnels de santé. Donc, un dentiste, grâce à l'hypnose, va mieux accompagner, par exemple, le stress de son patient ou la gestion de sa douleur. Un psychologue va aller plus loin dans l'accompagnement psychothérapeutique de son patient. En revanche, une formation en hypnose ne va pas vous transformer évidemment en dentiste, mais ne va pas non plus vous transformer en psychologue. Okay, donc, c'est important du point de vue de patient d'abord de choisir une profession. Est-ce que vous avez besoin d'un psychologue, d'un dentiste, d'une sage-femme, d'une infirmière, etc. Et ensuite de chercher la dimension hypnose. Voilà. Voilà pour répondre à cette question. Et il y avait une autre question concernant est-ce qu'il y a un moment marquant d'une première consultation que vous avez vécue et qui a changé votre approche? Ah, c'est une très jolie question. Est-ce qu'il y a un moment marquant? Eh bien, je répondrais qu'en fait, chaque première fois, c'est presque un peu comme un rendez-vous amoureux, mais chaque première fois est unique. Et j'aime beaucoup cette idée, je vous parlais de découverte et de voyage, mais de rentrer en contact avec ce patient. Et je vous avoue, même encore aujourd'hui, j'en ai un peu des frissons à le raconter, mais je suis toujours touchée par la confiance que les personnes qui viennent me voir me font. Et je me dis, mais j'ai cette chance d'être là, dépositaire, ou de pouvoir accueillir ce qui est dit. Moi, je prends ça vraiment comme un cadeau. Et je crois que cette magie sans cesse renouvelée, alors à chaque fois, ça me donne du plaisir. Et j'aime bien cette idée d'être étonnée, d'être surprise, d'être un peu cueillie et de me dire waouh, c'est assez chouette. Et l'autre moment qui peut être marquant, et c'est pareil, ça se répète, c'est le moment où je perçois que le patient est parti ou qu'il s'est passé quelque chose. Et je ne vous cache pas que je me dis toujours intérieurement waouh, mais ça marche! Et il y a vraiment cette surprise qui est renouvelée à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose d'assez singulier et plutôt plaisant. Bien, merci. Alors peut-être on arrive à l'heure, peut-être une dernière question qui pour répondre à l'inquiétude d'une participante. Est-ce que l'on peut rater une première consultation? Et si oui, comment rattraper cela dans la suite du travail de la relation thérapeutique? Merci pour cette question qui est vraiment géniale. Figurez-vous que cette question, elle m'a obnubilée et vraiment terrassée pendant pas mal d'années. Et puis un jour, eh bien, j'ai rencontré cette citation que je vais vous livrer de Nelson Mandela qui nous dit qu'en fin de compte, il ne perd jamais, soit il gagne, soit il apprend.
Et j'avoue que finalement, c'est la manière dont je vais conduire la première fois. Rater, non, parce que de toute façon, c'est une rencontre. Et puis, il y a une suite, c'est formidable. Il n'y a pas de suite, eh bien, peut-être qu'on aura été le passeur ou la personne qui aura permis à la personne de se dire, tiens, c'est l'outil qui me convient, ou bien c'est pas l'outil ou c'est pas la personne. Mais de toute façon, on aura appris, on aura rencontré une personne, donc voilà, c'est quand même agréable. Donc en ce sens, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de ratage et de plantage. Bien, merci. Merci Manuel pour toutes ces précisions. Donc je pense qu'on peut terminer ce webinaire sur ces belles précisions-là. Donc là, pour finir, on peut vous partager un dernier petit sondage, tout simplement pour savoir ce que vous avez pensé de cette présentation, ce que vous voulez nous recommander aussi par la suite. Donc je vous le partage tout de suite. Hop, vous pouvez donner une note entre 1 à 5 étoiles et puis ça nous permettra aussi de nous améliorer par la suite. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de webinaire, sachez qu'on en fait assez régulièrement. On en a encore un dédié sur l'hypnose au cabinet dentaire le mois prochain, puis sur la communication thérapeutique. Donc voilà, si vous voulez être informé de ces actualités-là, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de l'IFH. Donc via le site internet hypnose.fr et comme ça, vous serez au courant de toutes nos actualités et événements. Merci beaucoup, Emmanuel. Ah, pardon, je te laisse la parole. J'aimerais de mon côté vous remercier les participants qui sont derrière l'écran. Merci à Ronan, merci à Estelle et merci à l'IFH de nous donner cette opportunité de partager. Je trouve qu'il n'y a rien de tel que du partage d'expériences. Et si vous avez envie qu'on continue la discussion, vous trouvez mes coordonnées sur le site de l'IFH et je suis toujours ravie d'échanger, de questionner, d'être curieuse, de vos expériences aussi à vous et puis de partager à nouveau des expériences. Mais à nouveau, merci à tous pour votre présence. C'est très plaisant et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.